Une fois, une toute petite fille qui vivait en Russie, dans une grande ville. Aussi bien vous le dire, vous ne le devinerez jamais. Il était une fois... S'il y en a parmi vous qui se souviennent de Fanfreluche et du grand livre dans lequel elle lisait ses contes à la télévision, sans doute vous êtes en train de vous dire son livre a rapetissé. Mais non, c'est pas mon livre qui a rapetissé. C'est vous qui avez grandi. J'aime beaucoup évoquer l'émission de Fanfreluche avant de vous offrir mes contes plus récents. C'est parce que c'est là que j'ai commencé à écrire et à raconter les contes à ma manière. Et j'ai jamais arrêté. Il exagère. Oh, je vais lui parler, moi. Oh, monsieur Barbe-Bleue. Sacre-bleu. Barbe-Bleue. Sacre-bleu. Barbe-Bleue. Qui m'appelle? Moi. La poupée Fanfreluche. Où ça, la poupée? Ici. Oh. Bonjour, mademoiselle. Monsieur Barbe-Bleue, on ne tue pas les gens pour si peu, voyons. Pour si peu? Oh, permettez, mademoiselle. On me demande souvent d'où elle vient, Fanfreluche. Est-ce que c'est un personnage des contes russes? Non. Moi, je suis née en Russie, oui, mais Fanfreluche, elle est née ici, à Montréal, dans une petite troupe de théâtre. Alors, pour inventer mon personnage, je me suis demandé qu'est-ce qu'une petite fille, comme moi je l'avais été, qu'est-ce qu'elle aimerait voir sur une scène? Qui aimerait-elle voir? Bien, une poupée, je me suis dit, une poupée qui marche, qui danse, qui parle. Oh oui, une poupée, j'en étais sûre. Pourquoi j'étais si sûre? Parce que moi, quand j'étais petite... mais attendez, je vais vous lire un conte. Il était une fois une toute petite fille qui vivait en Russie, dans une grande ville. La grande ville s'appelait Moscou et la petite fille s'appelait Kim. Ses parents l'aimaient beaucoup. Au retour de leur travail, ils lui apportaient des cadeaux, un livre d'images, des blocs de construction, une petite pelle pour jouer dans le sable. Mais ce que la petite Kim voulait,
au monde. C'était une poupée. Sa mère le savait bien. Mon amour des contes, je ne sais pas d'où ça vient. Des livres. Bien, ça, je sais que chez nous, le plus beau cadeau que mes parents me donnaient, quand je ne savais même pas lire, c'était pour eux, c'était des livres. Chez nous, ce dont on avait le plus, on n'avait pas grand-chose, on n'avait pas trop de meubles, enfin, strict nécessaire, mais on avait une très grande bibliothèque. Quand je suis née, la même année, mon père m'a donné le cadeau pour lui était le plus significatif. C'était un livre ou deux ou trois sur la vie des animaux. Et parfois, il y avait une planche de couleur. Alors quand je voyais une planche de couleur, ça là, je passais des heures sur une planche de couleur. Ou souris qui tigre. Et alors, ces trois livres-là, c'est tout sur les animaux. Et ça, c'était l'héritage que j'ai apporté avec moi de Moscou, ici. J'avais une petite valise, là-dedans, c'était les livres et ma poupée. Il y avait ça aussi. Ça aussi, c'est les livres que mon père m'a donnés quand je ne savais pas lire, évidemment. Et ça, c'est Don Quichotte. En russe. En russe, absolument. Et puis, avec des illustrations qui, ne sachant pas lire, évidemment, j'inventais toutes sortes d'histoires. Plus tard, j'ai écrit, pour Fanfreluche, j'ai écrit un petit épisode de Don Quichotte. Pouvez-vous me dire quel malheur lui arriverait si je continuais à lire des livres? Mais c'est parce que mon maître lisait trop de livres. Toutes ces histoires insensées qu'on y raconte ont fini par lui troubler l'esprit. Quelles histoires? Mais ces histoires-là, des temps jadis, là, ces enchantements, ces batailles, ces amours romanesques, ces valeureux exploits des chevaliers errants, etc., etc. Et ça, je me souviens très bien, j'étais à l'hôpital, j'avais la scarlatine, et il m'a envoyé ce livre. C'est le baron Munchausen. C'est un des premiers livres que j'ai lu moi-même. Et je trouvais ça drôle. Je pense que ça m'a influencé pour le restant de ma vie. Cette fantaisie-là, j'en revenais pas qu'on peut être si fou que ça. Mon ritiki, mon grand foulard, mon chapeau à la rose. Est-ce que j'ai le plus précieux au monde? Oui, mon livre de contes. Ma valise pour les voyages, ma crinoline de réchange, mes chaussons de danse. Vous êtes mes amis que j'aime tant. Je vous garderai jusqu'à la fin des temps. Souvent, quand je rencontre des gens qui ont vu Fanfreluche dans leur enfance, et ils m'ont dit que chez eux, il n'y avait pas de livre. Et c'est là qu'ils ont appris à être fascinés par ce qu'un livre peut apporter. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Je ferais mieux de regarder dans les coulisses. Parce qu'encore, il y a des gens qui me rencontrent puis ils me disent, est-ce qu'on peut vous poser une question un peu, est-ce que ça vous... c'est peut-être indiscret. Je dis, bon, ils vont me demander mon âge, ça c'est sûr. Non, ils me demandent comment vous faisiez pour entrer dans le livre des adultes. C'est un secret.
m'avait demandé de faire un petit conte. Alors j'ai compris que ce sera bien si je raconte quelque chose de mon enfance. Chaque fois qu'elle passait avec sa fille devant le magasin de jouets, la petite Kim collait son nez à la vitrine et ne voulait plus bouger. Elle regardait les poupées. Il y en avait une surtout, en porcelaine, avec des yeux bleus, des tresses. Mais la mère de la petite Kim, comme plusieurs parents en Russie communiste à cette époque, croyait que jouer à la poupée empêchait les petites filles d'être courageuses et fortes. Et comme elle tenait à ce que sa petite Kim soit courageuse et forte comme pas une, lui donner une poupée, c'était hors de question, bien sûr. Alors, elle aurait voulu voir un petit gars ou, bon, une petite fille, mais tough, courageuse. Et alors, elle m'habillait dans des pantalons. Je n'avais pas de robe. Non, non, non. Pas de poupée, pas de robe. Cigarette. En chocolat, quand même. Mon père voulait aller à l'université. Il savait qu'en Amérique, il pouvait aller à l'université parce qu'en Russie, il y avait un quota pour les Juifs. Alors, il a dit à ma mère, il va prendre du travail, aller à l'université, et quand il aura un travail pour la faire vivre, il va la faire venir. Ma mère a dit à ma grand-mère, je vais l'épouser. Ma grand-mère a dit non, tu n'iras pas. Ma mère a arrêté de manger, grève de la faim, 1 semaine, 2 semaines, ma grand-mère pensait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle a dit, ok, elle a commencé à faire un dot, les plus belles choses pour sa fille aînée, et elle l'a envoyée en Amérique. Ils sont mariés en Amérique, à Pittsburgh, où mon père avait le travail dans un moulin d'acier. Et là, arrivait la grève. C'est là où ils sont devenus des socialistes. Ma mère est devenue anarchiste même. Oui, 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 ma mère s'est mise à contester terriblement. Et elle a fait des discours. On l'a emmenée en prison. Et étant anarchiste, quand il fallait qu'elle soit jugée, elle ne voulait pas se lever devant le juge. Alors on l'a remis tout de suite encore en cellule. Franchement, tu vas te débarrasser de toi, tu vas laisser tranquille et je rapporte ça, les gars. Alors mon père, il ne savait pas quoi faire, il était au désespoir. Il connaissait un cousin, un avocat quelque part en Amérique. Il est allé le chercher et dit voilà. Il a regardé, il a fait sortir les chaises du banc de prisonniers. Alors il n'y avait pas de chaise. Ma mère est entrée, le juge est entré, elle était debout, il a jugé, déporté. Alors, ils sont revenus. Ils sont revenus en Russie. En Russie, c'était au moment de la guerre, la révolution, ils sont devenus des révolutionnaires. Tellement que quand je suis née, ils m'ont donné un nom, Kim, c'est beau, il y a des actrices américaines qui s'appellent Kim. Mais en Russie, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'enfants de mon âge qui étaient appelés Kim. Parce que Kim, c'est 3 premières lettres d'une organisation communiste, Jeunesse communiste internationale. En russe, c'est K, c'est pour Коммунистический, communiste, International,
international. Молодежи. Jeunesse. Молодежь, c'est jeunesse en russe. Je suis une poupée. Une poupée. Oui, une poupée, Majesté. Et tu te permets de te mêler des affaires des grandes personnes et des affaires d'État, par-dessus par-ci. Et pourquoi pas? Vous permettez bien à un simple perroquet de vous dire comment gouverner votre royaume. Et vous l'écoutez. Tout dépend de tout le monde. Mais la petite Kim voulait une poupée. Et elle a fini par s'en trouver une. Ce n'était pas une vraie poupée, c'était une cuillère à soupe. Mais la petite Kim l'a habillée de son foulard et elle l'a appelée Natacha. Elle jouait avec Natacha, elle dormait avec Natacha, elle lui racontait des histoires. Sa mère était au désespoir. Ma mère, quelle beauté et paraît-il quel dynamisme. Elle était le feu, ma mère. Alors je comprends un peu comment ce feu pouvait agir quand elle croyait en quelque chose. Quand elle était convaincue que le communisme était la voie pour la voie de la liberté de gens oppressés, elle a tout de suite allé avec toute cette fougue, tout ce feu dans cette voie-là. Elle est devenue même quelqu'un de très respecté dans le gouvernement. Je ne sais pas sa position, mais c'était position très responsable. Mon père on l'a mis en prison parce qu'il a écrit quelque chose que Staline n'a pas aimé. Il était trotskiste, alors forcément il avait des idées que Staline, pour lui, c'était le contraire de ce qu'il souhaitait que le peuple croit ou pense. Et c'était une période, ça devait être une désillusion dans la justice de soviet. À ce moment-là, je pense qu'elle a commencé à douter énormément de tout ce qui se faisait. C'est à ce moment-là qu'elle m'a donné une poupée, peut-être en reconnaissance d'autres valeurs, dans la validité de ce qui était bon dans être féminine. Et elle m'a fait une robe, ce que c'était interdit. Et elle s'est suicidée. On lui a fait des funérailles, des tas.
conte-là, c'est un fameux conte russe. C'est le conte de Vassilissa, la très belle. Très sage et très belle. Dans l'histoire, sa mère, en mourant, lui a donné une poupée, voilà la petite poupée, et elle a dit, cette poupée va te protéger. Et elle meurt. Je ne sais pas si c'est possible de croire qu'il y a une certaine coïncidence. Non, c'est la première fois, je vous jure, que j'y pense. Parce que, enfin, j'avais autre chose à faire, je suppose. Mais, voilà, ma mère est morte, elle m'a donné une poupée, et cette poupée m'a ouvert la porte à la création, qui est finalement, je trouve, ma raison d'être, ou ma façon d'être, c'est de créer, enfin c'est là où je suis la plus heureuse. Et voilà. Mes parents aimaient beaucoup le théâtre et les concerts, la musique, alors voilà, ils étaient toujours rendus là et puis ils m'amenaient quand j'étais toute petite. Pour moi, le théâtre, c'était toujours, c'était l'endroit extraordinaire. Il y avait bien sûr cette grande église sur la place Rouge qui était si spectaculaire, il y avait le tombeau de Lénine, là aussi, bon. Mais c'est en passant devant le théâtre, dans le tramway, j'allais bousculer tout le monde pour arriver à cette fenêtre qui donnait sur ce théâtre. Il y avait 3 chevaux en statue, en haut sur la portique. Ça, c'était l'endroit du théâtre. Maintenant, je veux dire que j'ai dansé avec le ballet russe. Mon premier souvenir de ce que je voyais sur la scène, moi j'étais petite, ça c'était l'oiseau bleu de Maeterlinck. Quel univers, quel mystère, je comprenais rien, mais j'étais fascinée. Ça m'arrive encore au théâtre, de comprendre très peu, mais d'être vraiment happée par l'émotion. Une autre, c'est de voir une poupée, une danseuse, une poupée assise, là, raide, et puis on la crinque par, on fait tourner quelque chose en arrière, puis à mesure, elle prend vie et commence à parler, marcher, danser, tout ce que vous voulez. Ah, moi qui n'avais pas de poupée longtemps chez moi, c'était pour moi vraiment un beau... J'adorais ça. C'était Coppelia, je crois. Pour me coiffer, pour me faire marcher. Oh, mais tu n'as plus besoin de personne pour faire ça, Fanfreluche. Tu es capable toute seule. Tu es une petite fille toi-même. C'est toi? Bien sûr. Essaie, tu verras bien. Il faut que je te dise
J'ai rencontré l'autre jour une poupette extraordinaire. Une poupette pas comme les autres. Elle s'appelle Franche Peluche. Non, Franche Greluche, c'est ça. Elle est extraordinaire. Moi, je connais ça, les poupettes, parce que d'habitude, ça traîne dans les coins, ça bouge pas, ça reste comme ça. Ou alors, ça a des petites ficelles, on tire les ficelles pour que ça bouge. Ça s'appelle des marionnettes. Ben, elle n'a pas besoin de ficelles pour bouger. Franche Greluche, ça bouge, elle n'arrête pas. Et elle a des yeux, tu peux pas savoir, des grands yeux, des curieux. Des yeux pleins de machination. Elle sait lire, c'est ça qui est fort. C'est une poupette qui sait lire. C'est pas comme moi. Moi, j'ai jamais appris à lire parce que j'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Quand j'étais tout petit, je suivais seulement les cours de récréation. Et après, il paraît que l'école, c'est secondaire. Alors moi... Il faut savoir aussi que c'est pas une poupette comme les autres. C'est une poupette surprise. C'est une poupette rustique. Et ça, la poupette rustique, c'est très énormément spécial parce que justement, c'est une poupette surprise. Tu lui dévisses la tête à la poupette rustique et tu trouves une autre petite poupette à l'intérieur. Que tu dévisses encore la tête et puis il y en a encore une autre à l'intérieur. C'est plein de petites poupettes de plus en plus minuscules. Moi, je suis sûr, ah oui, je suis sûr que Franche Greluche, alors là, à l'intérieur d'elle, elle doit avoir des 1230 douzaines de petites poupettes. Ah oui. Tu te rends compte? Une poupette a plusieurs têtes. Laisse-moi te dire, t'as pas fini d'avoir des surprises avec elle. C'est pas comme moi. Moi, ça pourrait pas m'arriver seul un nom, parce que tu pourrais toujours essayer de me dévisser la tête, tu trouveras rien à l'intérieur. Même pas le moindre petit sous-sol. Il était une fois une Baba Yaga. Elle vivait loin, loin d'ici, dans le fin fond de la Grande Russie. Et comme il convient à une Baba Yaga qui vit dans le fin fond de la Grande Russie, elle avait pour maison une petite hutte sur pattes de poule. Petite hutte, pattes de poule, attrape-la vite, cours, cours, cours. Comment t'appelles-tu, mon ange? Je m'appelle Fanfreluche. Fanfreluche, voyez-vous ça? Écoute, Fanfreluche, aimerais-tu goûter à mon borscht? Votre quoi? Mon borscht, potage, betterave rouge. La plante du doigt, Fanfreluche, on. Non, merci. Ça ne me dit rien. À la caméra. Au contraire, quelque chose me dit que je ferais mieux de rester ici. Oh, tiens, elle referme les volets. Plan de Baba Yaga à l'intérieur de la hutte. Ça me contrarie. Diapositive de base d'un beige foncé. Très efficace, ça, je dois dire. Elle aurait pu faire bonne petite travailleuse. On les perd d'image en même temps qu'une marmite fumante apparaît en extrême avant-plan. Baba Yaga allant à la marmite. Pour éplucher betterave que je mets dans mon borscht, potage magnifique. Tu sais de quelle sorcière les anciens enfants là me parlent? La sorcière qui... Ils parlent des sorcières, ils se souviennent de la sorcière, ils se souviennent de la voix, de tout ça, mais ils me parlent surtout et presque toujours, dis-le, de la sorcière russe, oui, de la Baba Yaga. Ça les a frappés, ça leur a fait peur. Baba quoi? Baba Yaga. Baba Yaga. Oui. C'est la sorcière russe. Et c'était une drôle d'histoire de petites maisons à pattes. À pattes de poule. De poule qui... Et ça s'appelait la petite hutte. La petite hutte pattes de poule. Oui. Et ça les a frappés. Oui. Oui. Je me demande si c'est parce que c'est ton folklore qui passait quelque chose de différent. Peut-être le folklore a des racines tellement profondes
et quand ça dure tellement de temps et si répandu, ça veut dire que ça répond à quelque chose en nous dont on n'est même pas conscient, mais que ça traduit quelque chose d'angoissant, quelque chose de... Oui, oui. Mon Dieu, par où dois-je sortir, je ne sais plus. Oh, voilà la petite hutte. Petite hutte, patte de poule, attrape-la vite, cours, cours, cours. Où as-tu pris cet extraordinaire accent? Mais je sais pas, c'est une bonne question. Moi, je t'ai donné jamais de directive. Non. Aucun. Tu m'as jamais fait de borscht. Tu m'as jamais fait ça. On m'avait fait un long menton comme ça. Ça m'inspirait beaucoup. Puis, on a quand même l'imagination qu'on a. On a déjà entendu un petit bout de film russe, quelque part, ou Alexis Chiriaïev. Mais il parlait pas fort comme ça, Alexis. Non, mais il avait cet accent. Il l'avait. Oui. J'ai été récompensée. J'ai pu, plusieurs années après, à Moscou, avoir le privilège de me promener dans ton petit parc. Oh. Je savais où était l'édifice où tu habitais. Oui. Et j'étais sûre que c'était là. Je te sur la rue Tverskaya. Oui, et tu m'as dit que c'était bien là. Et je pense qu'il était toujours pareil, comme tu me l'as décrit. Oui. Ça, c'est ma belle grand-mère adorée. Mon père l'a fait venir quand ma mère est morte. Et moi, quand ma mère est morte, je voulais savoir de personne d'autre. Et voilà, arrive cette femme qui ne parle pas très bien le russe. Elle parlait ukrainien. Moi, j'étais un tantinet snob, je pense, ou quoi. Ouais, ça doit être ça. Et je trouvais, mon Dieu, elle prononce pas. Et puis, c'est pas ma mère, c'est ça. Et je voulais rien savoir d'elle. Alors, c'est là où on m'a mis dans ce Dietsky Dom. Cet orphelinat-là, en Russie, ça s'appelle Dietsky Dom. Dietsky Dom, la maison des enfants. Voilà, ça c'est ma grand-mère. Ça c'est mon père n'est plus. Et je lui demande qu'elle vienne me chercher et me ramène vivre avec elle à Moscou. Ce qu'elle a fait. Ma chère belle grand-mère. C'était dur pour elle parce qu'elle était vieille, malade. Mais elle a fait. Ça, c'est une lettre écrite dans une belle écriture d'enfant de 8 ans. Je l'ai écrit à mon grand-père et ma grand-mère à New York. C'est les parents de ma mère. Moi, j'habitais avec ma grand-mère, la mère de mon père, à Moscou. Et eux, ils étaient à New York parce qu'ils sont partis pendant la Révolution, vu qu'ils possédaient des terres, et c'était un péché de posséder des terres. Enfin, les communistes trouvaient ça, dont ma mère, qui était bien communiste. Tout ce qu'elle pouvait faire pour eux, c'est de leur trouver un passeport pour qu'ils quittent au plus sacrant. Parce que sans ça, leur vie serait en danger. Chère grand-mère et grand-père, écrivez-moi comment vous vivez. Comment vous avez passé les fêtes de la Révolution d'octobre. Venez ici nous voir, venez à URSS. En URSS, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et il venait de partir de peine de misère, de se sauver. Et j'ai écrit que mon père, on n'a pas des nouvelles depuis longtemps, et puis tout le monde pense qu'il est mort. Mais
moi, quand même, je vais lutter pour l'URSS, pour le pouvoir des soviets, et je serai comme Lénine, ma mère et mon père. Voilà. C'est pas si drôle que ça. Et puis, bon, votre Kim Yaroshevskaya. Alors, comme lavage de cerveau, vous voyez, c'était quelque chose. La mère de la petite Kim, elle avait beau se fâcher, piquer des colères, sa fille persistait à jouer avec la cuillère à soupe Natacha. Sa mère a décidé de l'en distraire. Elle lui a acheté un fusil. Comme ceux des soldats qui paradent sur la place rouge. Un fusil joué, bien sûr. Le manche du fusil rappelait la forme d'une jupe. Ah, la petite qui m'a pris le fusil dans ses bras, l'a enveloppé d'une couverture, s'est mise à le bercer. Et elle lui chantait une berceuse russe. Спи, малютка, мой прекрасный, баюшки баю. Светло смотрит месяц ясный в колыбель твою. Quand je trouvais que c'était un peu calme, j'allais dans la valise, qui c'était tout ce qui restait des papiers de mon père. Je sortais la valise et je disais bon, et puis là je commençais à pleurer. Pauvre grand-maman, mais elle disait rien. Je pense qu'elle comprenait que avant que je savais pas que j'étais comédienne. Je pense peut-être elle le savait. Et ma grand-mère de Moscou pensait que probablement et je manquais de nourriture. Et en Amérique, c'est comme ça, on peut avoir tout. Alors, elle a parlé, dit bon, mais je pense que je vais laisser prendre la petite fille. J'allais venir à Montréal chez ma tante. Ma tante était ravie. Elle a envoyé son mari me chercher à Moscou. Et voilà, ça c'est ma tante. Mais ça, c'est qui m'a essayé de m'élever. Oh là là. Mais j'étais beaucoup plus vieille. J'avais des choses à dire là-dessus. Et la nouvelle vie commençait, comme ils disent dans les romans. Tiens, une carriole! Nos invités qui arrivent! Fanfreluche! Va donc ouvrir! Oui, maman! Ça doit être Gabriel, ton fiancé! J'ai commencé à danser avec une équipe de danse folklorique de l'Ordre de Bontemps.
Et on avait des invités à ces camps-là. Il y a Félix Leclerc qui venait pour nous faire chanter des chansons. Il n'était pas encore connu. On avait une très belle équipe, des amis. Il y avait, je me souviens, Claude Caron, là. Et Gaston Biron. Guy L'Écuyer. Guy L'Écuyer, c'est vrai. Et on a vécu là des grands moments dans ces camps-là. C'était une belle jeunesse, on peut dire. Oui, oui. Ah, ça flambait de partout. Oui. Ouais. Ça m'a donné tellement confiance dans ce que j'aimais faire. J'en avais pas du tout. Vas-y. Attends, ça va m'aider, ça. Salut d'avoir des dîners. Non. T'as pas peur que ça noie un peu les souvenirs? Vous allez voir. Le Père Saint-Aubin nous a vus au Jésus. Il est allé voir Guy, notre directeur. Il dit, bon, là, les compagnons viennent de partir. Il y a les enfants qui viennent. Tous les samedis, on n'a plus de théâtre pour enfants. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour les enfants? Je me souviens très bien qu'on s'est réunis au restaurant qu'on appelait vulgairement La Soupe, juste au coin de Saint-Denis et Carré Saint-Louis. Oui. Et là, j'ai dit à tout le monde, bon, là, il faut que chacun s'invente un personnage, puis après, on fera un scénario pour ramasser tout ça. On n'avait pas encore de nom. Et c'est ça qui était fascinant à cette tablée-là. Guy a dit, bon, il s'est adressé à l'oiseau. Il a dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais faire une pirate et je vais m'appeler Maboule. Avec le nom. Oui. Ouais. Il s'est adressé à Henriette Major, Étienne. Oh, cette chère Henriette. Elle a dit, moi, je vais faire une horloge grand-mère. Je vais m'appeler Gudule. Elle a dit ça, comme ça. Moi, j'ai dit, je vais faire une poupée et je vais m'appeler Fanfreluche. Et moi, j'ai dit, je vais faire un clown, je vais m'appeler Fafouin. Comme ça, Hélène, comme ça. L'espace d'une soirée. Et je me souviens qu'il y avait des spectacles pour enfants l'après-midi, j'en ai déjà vu d'ailleurs. Alors c'était sûrement les vôtres, dans les années 50, de 50 à 52. Bandit les gars, à l'abordage! On va bien voir qui ose se moquer de Maboule, le plus grand pirate que la mer ait jamais porté, hein? Je me nomme Fafouin, monsieur Maboule. C'est très drôle parce que cette année-là, on avait joué dans un festival de théâtre et on avait gagné des prix. Forcément, on était la seule troupe de théâtre pour enfants. On avait gagné des prix, puis là, la télévision a dit, ah, ils ont gagné des prix, ils nous ont engagés. on a commencé à jouer. Ouais. On a joué l'été, 2 séries d'été qui s'appelaient Fafouin, qui était le Fanfreluche, Maboule, etc. Et puis après ça, moi je suis parti, mais là, c'était la boîte à surprise. Ça a été la boîte à surprise. Où es-tu, Fanfreluche, dans la lune ou dans un rêve? Où es-tu, Fanfreluche, bonjour, nous voici. Où la nuit? Mais où donc es-tu? Où donc, Fanfreluche? Souvent, les metteurs en scène nous imposent des choses qui nous vont plus ou moins, ou un texte qui a des facettes qui nous fait créer le plus. Fanfreluche me faisait créer. Je jouais déjà Fanfreluche dans d'autres circonstances. Elle avait une maison, enfin bon. Et je pensais à cette histoire-là qu'il faut que j'écrive une demi-heure de dramatique de Fanfreluche à la télévision. Et je suis allée voir une pièce à Stratford. J'étais très influencée par mon année que j'ai passée à Stratford à jouer. Et j'ai vu Richard III. Ah, là, il y a un méchant, il y a des reines, il y a l'usurpateur du trône qui est Richard. Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour devenir roi quand il n'avait pas le droit? Il faisait tuer tout le monde, éloigner tout le monde. Enfin, bon, bref, c'était épouvantable et très beau cependant, et excitant. Et tout à coup, j'ai
repensé à ce que je viens de voir. C'était un conte de fées, ce que je viens de voir. Terrible conte de fées. Et je dis, tiens, je vais faire entrer Fanfreluche dans ces contes de fées, parmi ces méchants-là, et parmi ces beaux méchants-là, parce qu'ils sont tous habillés comme ça n'existe plus. Ça existe seulement dans les contes de fées, et je vais faire participer Fanfreluche. Et justement, je dis, tiens, le conte qui m'est venu à l'idée, c'est Princesse sur un pois. Une princesse doit avoir une diction claire et nette. Nous allons faire quelques exercices. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre riseras-tu? Je mets des petits pots de beurre riserés, quand tous les petits pots de beurre, ce seront des petits pots de beurre irisés. Dites-le. Petit pot de beurre. Quand petit pot de beurre. De beurre. Petit pot de beurre. Quand petit pot de beurre briseras-tu? Je me briserai. Quand des petits... C'est souvent par des petites bribes que le conte m'inspire et m'attire. Et puis après, je brode autour. Mais il y a comme un petit cœur qui, tout à coup, se manifeste et commence à battre. Et puis, c'est assez fort pour faire toute l'histoire après. Savez-vous ce que je fais? J'écris un conte, oui. Écoutez, il était une fois... Pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Alors, il était une fois, je sais, une reine, belle comme le jour, parmi les fleurs, de toutes les couleurs, se promenait une sorcière, Hein? Quoi? Une sorcière, ma chère. Une sorcière? Ah non, quelle idée, hein? Pourquoi pas? Mais parce que... Attends, dites mademoiselle qui donne du piquant à un conte. Ah, tout le monde vous le dira, un conte sans sorcière, c'est plate. Moi, je voulais pas de décor. J'ai vu comment c'était efficace à Stratford. Un comédien dans un costume, c'est le décor. C'est assez pour le petit écran. Je voulais qu'on voit les merveilleux masques que les maquilleurs faisaient avec ces personnages et les costumes dans lesquels c'était tout. Pour escalader le grand glacier, il faut marcher les pieds de côté. Il faut marcher les pieds de côté, à la manière des pingouins. Gouin, 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 à la manière des pingouins. Gouin, 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 gouin. Fanfreluche, je voulais qu'elle soit le miroir d'une petite fille. Fanfreluche aussi, elle voulait redresser les torts. Elle était pour la justice. Voilà, ça c'était une grande qualité de Fanfreluche, je trouve. Elle était pas toujours capable, mais elle essayait. Et souvent, ça la mettait dans des mauvais draps terriblement. En lisant Cendrillon, il se dit, voilà, hey, elle a échappé son petit soulier en partant. Je vais aller le ramasser. Merci, Fanfreluche, dit Cendrillon, et elle part. Princesse! Elle est partie? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche
si la princesse n'a pas laissé tomber quelque chose. Je dis, oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Alors, voilà. Et j'essaie de trouver le prince. Parti à la recherche de la princesse. Disparu? J'ai bien peur. Oh non. Il est sans doute ailleurs. Ailleurs? Au pays de Cendrillon et ailleurs. Il parle du livre et il n'est plus dans le livre. C'est catastrophe. Alors je dois partir en Angleterre, en Suisse, sur la Côte d'Azur. Terrible. Et puis c'est pas dans le livre, évidemment. Je suis retournée en, je pense que c'était 64, parce que j'avais la nostalgie terrible. Je voulais retourner à tout prix. Ma grand-mère était enterrée dans un cimetière et mon oncle m'a donné l'adresse de ce cimetière. Et je suis allée et j'ai dit, grand-maman, voilà, je suis venue de Canada, je suis venue te voir. Je dis, qu'est-ce que tu vas me dire? Je pensais peut-être avoir des belles pensées qui vont venir à moi d'elle, puisqu'elle m'aimait, elle était tellement tendre avec moi toujours. Et tout à coup, la pensée que j'ai eue, enfin, j'ai pas entendu des voix, non, 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 mais c'était une phrase claire et nette qui me dit, Kim, tu es stupide. Moi, j'ai vécu ma vie, retourne donc chez vous et vis la tienne. C'est ce que j'ai fait. Je me suis levée. Je suis allée au bureau de visa. Je dis, je retourne. Je dis, comment, vous avez un visa? Encore 2 semaines. Je dis, non. C'est tout. Malgré les menaces, malgré mes colères, ma fille continue à jouer avec des poupées improvisées. Rien ne l'arrête. N'est-ce pas la preuve de son courage? Mais oui, mais oui, mais oui. Ah, au fond, j'en suis bien fière. Et c'est ainsi qu'à son anniversaire, son 5e, la petite qui m'a reçu une vraie poupée. Une poupée en porcelaine, avec de beaux yeux bleus qui se fermaient, avec des tresses couleur de blé.
la petite qui m'était comblée. Fanfreluche a raconté un beau conte à sa manière. Fanfreluche a raconté un beau conte pour vous amuser. Un beau conte, un beau conte, un beau conte pour vous amuser. Au revoir, mes amis, pour ce soir.